Bonjour, bienvenue sur Mobility TV. Coup de projecteur sur la géolocalisation. C'est un peu le mariage entre la cartographie et le numérique. Ça se développe à une vitesse grand V. On va en parler avec nos invités parce que c'est vrai que l'intelligence du numérique rend la mobilité aujourd'hui un peu intelligente. François Meyer de HERE, bonjour. Bonjour. Ludovic Privat, Crowdlock, bonjour. Et Vincent Martinier de TomTom, bonjour. Bonjour. On a la chance sur ce plateau d'avoir deux des grands acteurs. On ne parlera pas du troisième. Si, on va en parler dans un instant, deux des grands acteurs de la géolocalisation. Et puis vous, Ludovic Privat, avec un triple regard, hein, parce que c'est vrai que vous avez travaillé tout d'abord dans les relations publiques, ensuite journaliste, et aujourd'hui vous êtes devenu un acteur de cette géolocalisation. François Meyer, quelques mots tout d'abord sur HERE et l'enjeu derrière. Bien sûr. Alors je ne vais pas refaire l'histoire de HERE qui serait longue, parce que ça fait plus de 30 ans qu'on est dans ce marché-là. On est cartographe au départ, et comme vous l'avez dit, on a suivi toutes les évolutions du marché jusqu'à les dernières évolutions qui marient donc le numérique. Donc aujourd'hui, je qualifierais HERE comme un fournisseur de services de localisation pour tout le monde, c'est-à-dire le véhicule nous intéresse particulièrement aujourd'hui, mais en fait c'est pour tout le monde, c'est-à-dire le particulier, les entreprises, les administrations. Et ces services de localisation ont pour but de permettre à tous ces acteurs de profiter de ce monde autonome qu'on voit éclore un peu partout, c'est-à-dire la possibilité de donner à des machines certaines tâches pour pouvoir avoir plus de sécurité, plus d'efficacité et plus de confort en final. Oui, et la carte joue un rôle important. C'est ce qu'on verra tout à l'heure. Ce qui est important de dire aussi, c'est que vous êtes adossé à des constructeurs automobiles en direct. Hein. Absolument. Donc, encore une fois, sans refaire l'histoire, on a depuis quelque temps été acquis par les trois constructeurs allemands, hein, donc Daimler, Audi et BMW. D'autres partenaires sont venus augmenter cette équipe, je dirais, initiale, hein, avec notamment Intel, Conti, Bosch, Pioneer. Donc, on a effectivement un lien assez fort avec le marché automobile, qui était un peu le marché, on va dire, initial de la géolocalisation. Ouais. Mais aujourd'hui, encore une fois, notre rayon d'action va au-delà, puisque la localisation adresse vraiment tous les domaines de l'industrie. Oui, Vincent Martinier, TomTom. Alors on connaît aussi TomTom. Vous êtes construit un petit peu de la même manière que HERE ou il y a en parallèle? de grandes similitudes. On a effectivement à peu près la même histoire, avec, enfin, du moins une durée de vie à peu près similaire. On a 27 ans, donc on est vraiment très proches. On a connu après un développement différent, parce que nous, on vient du marché consumer, du marché grand public. On a évidemment connu pour le GPS, et puis on a acquis cette connaissance et cette compétence sur la cartographie. Il y a aujourd'hui effectivement très peu d'entreprises qui savent faire une cartographie au niveau de ce que sait faire TomTom et HERE. Et cette compétence, effectivement, c'est une richesse. Oui, on va en parler dans un instant aussi avec les GAFA qui savent faire un petit peu. Ludovic Privat, Crowdlock, alors c'est une aventure, vous? C'est une aventure, c'est une start-up en fait qu'on a démarré quasiment il y a 2 ans, 1 an et demi de développement. Et nous, notre spécialité en fait, c'est de faire de la géolocalisation d'actifs. C'est des actifs pour être des véhicules, motos, voitures, vélos. Ouais. Vous faites du tracking, quoi, hein, c'est ça. Ouais, du tracking. Avant tout, en commençant par les deux roues, et puis l'idée c'est de se déporter, d'aller vers l'automobile, l'ensemble du parc. Complètement, en fait, le problème auquel on essaie de répondre, c'est celui de la perte et du vol. Donc le vol étant un gros sujet, l'an dernier en France, c'est volé à peu près 160 000 voitures, plus de 350 000 vélos, 80 000 motos, donc il y a de quoi faire. L'enjeu aujourd'hui de la géolocalisation, donc pour l'ensemble du parc, à la fois automobile, mais même aussi bien sûr des camions, c'est quoi? C'est de favoriser une qualité de service pour rendre cette mobilité, ce que je disais en introduction, plus intelligente? Oui. Oui, aujourd'hui, la localisation, forcément, elle vient de se rendre... finalement, c'était un service de se rendre d'un point A à un point B. C'est la base de tout. Et puis, ça s'est enrichi aujourd'hui de services multiples. On s'est particulièrement développé chez TomTom sur du service de trafic, essentiellement, qui est devenu un peu notre ADN. Du service de trafic, c'est-à-dire C'est-à-dire, en fait, d'informer de l'information trafic temps réel. Oui, temps réel. Donc, on va pouvoir, en fait, à partir de toute la base installée TomTom, on va pouvoir, plus enrichi, en fait, de toutes les données qu'on collecte, on va pouvoir donner
à des particuliers, mais aussi à des entreprises et à des services, une information trafic pour avoir non seulement les bouchons sur sa route, mais des temps estimés d'arrivée. Et puis des services aux entreprises pour tout ce qui est flotte. On a une grosse division chez nous concentrée sur les flottes automobiles et avec Webfleet qui va fournir, en fait, équiper des flottes et permettre à un chef, à un responsable de flotte de gérer sa flotte et de comprendre un peu mieux la localisation de sa flotte et de ses camions. Donc aujourd'hui, effectivement, les services sont en train de se démultiplier. Est-ce que le marché n'est pas en train déjà de se saturer ? Non, je dirais au contraire que le marché est en pleine expansion. Comme on vient de le dire, les domaines d'application sont énormes et en fait, la localisation devient en fait un composant clé pour enrichir l'expérience qu'on peut offrir aux clients et du coup ouvrir même de nouvelles opportunités. Et le grand enjeu qu'on voit aujourd'hui, c'est le mix de l'information de localisation avec les données utilisateurs. Et c'est ce croisement d'informations qui apporte une richesse incroyable et qui permet de développer des nouveaux services et de faire en sorte que ces types de nouveaux services, c'est un peu comme vous le disiez tout à l'heure, Ludovic Privas, c'est-à-dire le tracking, le traçage, la gestion des différentes flottes. Si on reste sur la partie automobile, par exemple, ce sont des services sur la sécurité qui sont beaucoup plus avancés, comme par exemple l'utilisation des capteurs ABS pour détecter qu'une route est glissante et qu'il y a du verglas, et qu'on va en temps réel pouvoir géolocaliser, retransmettre aux autres utilisateurs qui, du coup, derrière, vont pouvoir éviter, en tout cas, le freinage brutal ou même l'accident dans le pire des cas. Ouais. Ludovic Privas, c'est ce qu'on disait, c'est-à-dire ça permet de, comme le disait à l'instant François Meyer, de développer de nouveaux services quoi, pour l'ensemble des utilisateurs. Quoi. En fait, ce qui se passe aujourd'hui, c'est que quand on regarde la voiture moderne, c'est un capteur sur roue. Et à partir du moment où elle est connectée, on a de l'information temps réel sur des centaines de paramètres. Un exemple précis, aujourd'hui, vous avez des capteurs qui vont servir à vous garer dans la voiture, qui vont faire bip 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 quand vous allez vous garer. Ces capteurs-là vont servir maintenant à repérer, par exemple, des places disponibles dans la rue, parce qu'ils sont connectés. Et donc, l'ensemble de la voiture permet ça. Et donc, on est, à mon avis, juste au début de ce développement. Quand je disais tout à l'heure saturé, je disais qu'il y avait beaucoup d'acteurs qui venaient, et notamment un gros qui n'est pas là aujourd'hui, mais on peut en parler, c'est Waze avec Google en fait derrière, et donc on a l'impression que déjà ça va très très vite. Aujourd'hui, ce que fait Waze en fait... On l'a toujours fait. Non, exactement. Oui, je pense que l'utilisation de la data pour donner le trafic ou pour reporter, échanger une information, c'est-à-dire en ascendant et en descendant, en ascendant de l'utilisateur vers le cloud, redescendre vers l'utilisateur, c'est quelque chose finalement que nous on fait depuis des années. Donc je crois que Waze a un très bon marketing pour le dire. Nous, la différence, c'est qu'on le fait au niveau, on est des acteurs qui pouvons escalader ce process à un niveau mondial. Je pense que c'est pas nécessairement ce que peut faire. On a une idée très parisienne de Waze, mais enfin, dès qu'on sort un petit peu des frontières, c'est pas du tout la même chose. Si je peux rajouter, effectivement, d'abord en parlant de ces gros acteurs, je voudrais juste rappeler que Apple a tenté de faire des cartographies et a échoué. Donc il ne s'agit pas d'être gros et d'avoir un bon marketing pour réussir. Il y a une véritable expertise derrière qu'effectivement des sociétés qui sont historiquement dans ce domaine ont et d'autres n'ont pas. Après, un deuxième différenciant, je pense, qui est important et surtout pour l'utilisateur, c'est l'utilisation qui est faite de sa donnée. Et on a effectivement dans ce cadre-là une volonté, nous, de mettre l'utilisateur au cœur de cette démarche, donc de s'assurer qu'on puisse utiliser la cartographie, les données, pour le bien de l'utilisateur et pour évidemment que nos partenaires puissent avoir un business profitable, mais en tout cas pas du tout pour utiliser cette donnée dans un cadre publicitaire ou autre comme peuvent le faire ces GAFA. C'est le principal problème, c'est l'or noir, la data aujourd'hui, les données. C'est l'or noir et c'est ce qui fait, comme François vient de le dire, effectivement toute la différence fondamentale des acteurs aujourd'hui sur le terrain. C'est-à-dire que nous, ce sont des services, évidemment, que quelqu'un paye quand il achète une voiture, quand il achète un GPS. On n'a pas le même business model qu'un Waze ou qu'un Google, où là, forcément, si c'est gratuit, quelque part, eux vont revendre ces datas sous forme de publicité ou autre. Donc, c'est la promesse que nous, on fait. Le financement, c'est important de le dire. Vous, le financement, il est direct par l'utilisateur. Oui, et ensuite, la commercialisation par nos partenaires industriels, automobiles et autres. Parce qu'encore une fois, notre objectif final ou notre mission finale, c'est la localisation. Là où, pour d'autres acteurs comme Google, pour ne pas le nommer, la localisation n'est qu'un moyen de récupérer de l'information qu'ils monétisent derrière par la publicité. Il y a vraiment, c'est un
paradigme complètement différent. Avec cet enjeu fondamental, c'est à qui appartiennent d'ailleurs aussi les données. Est-ce qu'elles appartiennent aux automobilistes ou pas? C'est tout l'enjeu, effectivement, et là aussi où les années d'expérience qu'on a dans les déploiements des plateformes nous permettent d'avoir des process qui répondent aux contraintes, on parle beaucoup en ce moment du GDPR, voilà, entre autres, mais c'est de répondre à ces données. Alors, j'ai toujours du mal avec cet acronyme, mais en tout cas, c'est la législation européenne pour la gestion des données privées utilisateurs. Donc, il donne le droit à l'utilisateur de dire si il veut que cette donnée soit effacée, soit gardée, comment les partager. Exactement. Et donc, il est primordial de respecter ce genre de priorité pour donner confiance à l'utilisateur, puisque c'est le seul moyen de faire en sorte qu'on va atteindre cette espèce de masse critique de données qui fait que l'amélioration du service va être perceptible pour l'utilisateur. Aujourd'hui, on parle effectivement d'utiliser cette donnée pour améliorer le service. Tant qu'on n'a pas assez de données, c'est pas encore totalement perceptible par l'utilisateur. Donc il faut qu'on convainque les gens. Ludovic Privat, vous, c'est un enjeu aussi fondamental, cette donnée, parce que vous travaillez avec des entreprises, des marques qui fabriquent donc des bicyclettes, enfin des deux roues d'une façon générale. Qui va maîtriser l'ensemble en fait des données? Alors, nous, dans notre cas, on est un fournisseur de solutions technologiques. Et donc les données appartiennent à la marque et in fine à l'utilisateur si ce sont ces données, données personnelles. Ça c'est très clair. Parce que l'utilisateur d'un vélo ou d'un scooter, il n'a pas forcément envie de les laisser à la marque, quoi, et que ce soit ensuite commercialisé sur l'ensemble de ses déplacements. Je pense qu'il y a vraiment une phase d'éducation qui est importante et de communication auprès de l'utilisateur, justement pour retirer cette crainte qu'il a, et cette crainte qui justement a été, on va dire, instaurée par l'utilisation quand on fait peut-être les GAFA, et donc refaire de l'éducation pour dire les systèmes qu'on met en place respectent totalement votre vie privée, et inversement, vous avez beaucoup à y gagner en termes de confort et d'efficacité du service. C'est dans cette relation gagnant-gagnant que je pense que l'explication se fait le mieux, c'est-à-dire que, bon, alors, effectivement, pour reprendre les datas, des entreprises comme les nôtres, comme TomTom, on collecte des datas finalement depuis le début. Finalement, le fondement même d'une cartographie, c'est de la data. Hein. C'est-à-dire qu'à la base, c'est d'aller collecter des points. Et puis, on parlait, vous me demandiez tout à l'heure sur comment finalement les services se déclinaient. Mais la première chose, c'est ne serait-ce que la constitution de la cartographie. Ce sont des voitures qui roulent, qui laissent des traces et qui nous permettent, nous, cartographes, par exemple, de répertorier, de voir des sens de circulation qui changent, de voir des vitesses qui changent, de voir des nouveaux axes qui se créent. Donc ça, c'est la première chose de la data. Et maintenant, nous, ça fait 10 ans qu'on a collecté des trilliards et des trilliards de données. Donc ça, le big data, on connaît bien. On est dans un engagement envers nos utilisateurs de leur promettre une anonymisation totale de la donnée, c'est-à-dire qu'on leur promet un service de qualité sur du trafic, sur de l'info parking, sur de l'info de circulation. Le donnant-donnant, c'est qu'ils nous reportent cette donnée anonymement. Donc, à partir de là, ils ont droit à ce service. Et pour reprendre le cas dans beaucoup de voitures ou de GPS, à l'allumage du produit, on lui signale qu'il va remonter de la donnée et qu'il accepte de remonter de sa donnée. S'il le refuse, il en a tout à fait le droit. Il n'aura pas accès au service. Oui. L'objectif, quand même, de base, c'est de reporter, grosso modo, les moyens de transport sur des moyens de transport plus économes, moins chers en termes de coûts, etc. Ça reste la base. Alors pour ça, il faut aussi avoir des liens avec les pouvoirs publics, l'ensemble des collectivités territoriales. Ça, c'est fondamental. Et avec une législation qui évolue. Le passage du 80 km/h, par exemple, en fait partie. C'est compliqué, là, dans les relations. Alors, c'est compliqué. Je pense que ça fait partie de notre métier. Et effectivement, c'est ce qu'on fait également depuis très longtemps. Alors, ça s'accélère effectivement aujourd'hui. Il y a peut-être de plus en plus d'acteurs à contacter, mais c'est quelque chose qu'on fait. La mobilité, effectivement, va bien au-delà du véhicule lui-même. Ça rentre dans le cadre, pour utiliser des mots un peu plus marketing, c'est le Smart City. C'est toutes ces solutions complètes où nous, on a également, par exemple, avec la ville de Hambourg en Allemagne, des projets où on gère les feux rouges, par exemple, pour fluidifier le trafic. On est en train également de travailler à Dubaï pour avoir une flotte de véhicules autonomes qui se déploie pour l'exposition 2020. Donc voilà, c'est un travail qui va de pair avec les constructeurs, mais également les administrations. Au bénéfice toujours quand même des utilisateurs ou également globalement de la collectivité.
De tous, c'est-à-dire de la collectivité, c'est les utilisateurs. Effectivement, on parle de Smart Cities, là, qui est en train aujourd'hui. Smart Cities, c'est finalement la donnée au service du citoyen. Donc aujourd'hui, ces solutions qu'on va permettre, on sait qu'on va vers un problème de plus de voitures et, du moins, on est dans une logique de plus de voitures, plus de pollution, plus d'embouteillage. Donc les promesses de l'industrie automobile auxquelles nous on participe, c'est de dire on va réduire à un moment, on va mieux utiliser le véhicule, on va le rendre plus autonome, plus intelligent, on va réduire la masse et réduire le trafic. Donc tout ça, effectivement, c'est cette richesse de données qui va permettre... David Privat, votre regard ? Je pense que pendant beaucoup d'années, des dizaines d'années, en fait, le monde de l'automobile et le monde de la ville ont vécu de manière complètement indépendante. C'est-à-dire que le constructeur automobile se moquait un petit peu de ce qui pouvait se passer dans la ville et vice-versa. Il se trouve que depuis les dernières années, il y a une intégration croissante. Les constructeurs automobiles sont en train de s'ouvrir à des solutions de mobilité intelligente, de partage de voitures, etc. La voiture, comme je le disais tout à l'heure, elle publie beaucoup de données et ces données, elles vont être utilisées par la ville. Parce que pour savoir quel est le taux d'humidité, quelle est la pollution, quel est l'état du trafic. Et je pense qu'aujourd'hui, ces deux mondes, de manière difficile, ça ne se fait pas dans la facilité forcément, mais sont en train de se rapprocher. Et très clairement, les deux mondes ont un intérêt à ce rapprochement aujourd'hui. Je pense qu'il y a effectivement un déclic, en fait, une compréhension du fait que tout le monde a y gagné à travailler ensemble. Ouais. Et même les constructeurs qui ont pu craindre au début que justement on allait dans cette logique de trop de voitures et donc d'arrêter d'aller plutôt vers du moins et du mieux de voitures, ont compris que c'est pas parce qu'ils avaient peut-être fabriqué moins de véhicules qu'ils auraient, on va dire, des revenus ou des bénéfices en baisse, qu'ils ont aussi à gagner sur ce système de mobilité qui va bien au-delà du véhicule lui-même. Avec cet enjeu, vous l'avez évoqué tout à l'heure, de l'autopartage également. Et en termes de géolocalisation, oui, il y a un formidable marché, bien sûr. Bien sûr, et encore une fois, les constructeurs ont compris également cet enjeu, dans le sens où ils ont compris qu'il fallait qu'ils ne deviennent pas juste un constructeur d'une boîte en métal, puisque c'était le risque pour eux, c'est que si justement ils se cantonnaient à essayer de se battre pour défendre ce marché de la caisse, on va dire, ils allaient vraiment devenir juste producteurs de boîtes de métal. Et ils ont compris qu'il fallait qu'ils basculent vers ce monde du service, dont l'autopartage est un exemple assez clair. Sur les autres services, l'autopartage, donc ça c'est un grand secteur de développement, il y en a d'autres, bien sûr. Ils investissent énormément, forcément, les robotaxis, vers lesquels aussi ils sont en train de regarder. La gestion des flottes. La gestion des flottes, pour les entreprises, ça c'est capital en fait aujourd'hui. Ils vont devoir changer leur métier, ils en ont conscience, et effectivement. Et vous également, ça a une influence. Alors nous aujourd'hui, ça change puisqu'on accompagne ce mouvement de la révolution qu'on est en train de vivre, et en tant que nous cartographes, forcément, on y joue un des maillons essentiels parce que aujourd'hui, l'industrie reconnaît et a pris conscience que la cartographie, en particulier la cartographie HD, va devenir un maillon essentiel de toute cette transformation de l'industrie automobile. Cette révolution, nous, on l'a déjà faite. Je pense qu'effectivement, on accompagne le marché depuis des années, donc on arrive un peu à anticiper les choses. Et je veux dire, pour prendre vraiment un exemple assez binaire, avant, nous étions effectivement des cartographes, c'est-à-dire on faisait de la cartographie statique. Aujourd'hui, on se qualifie comme une société de plateforme. C'est-à-dire qu'on a une plateforme de géolocalisation. C'est plus une base de données statique, c'est vraiment quelque chose qui est totalement dynamique et qui est basé sur une plateforme. Alors, pour qu'il y ait une transmission des données, de la géolocalisation, il faut quand même aussi de bons réseaux. Pour l'instant, il y a encore des zones blanches, des difficultés probablement, donc pour couvrir tout le territoire. Ça, c'est Ludovic Privat, non ? C'est très clairement aujourd'hui, il y a un décalage entre la réalité du terrain, celle qu'on peut observer en ville quand on sort d'un métro et qu'on voit qu'on a 2 bars et qu'on est encore en GPRS, et des opérateurs de téléphonie mobile qui nous parlent déjà de la 5G. Donc je pense qu'il y a aujourd'hui, on est dans une période un petit peu de transition entre deux mondes, et que c'est compliqué à gérer parce que les données de géolocalisation et d'autres types de données de la voiture, elles sont gourmandes en bande passante, et donc faut adapté en termes de technologie entre ce qui va arriver demain, mais et ce qui est la pauvre réalité d'aujourd'hui. Non mais c'est vrai, il faut cette bande passante pour la transmission. Ça nous oblige effectivement à mettre en place des solutions intermédiaires qui vont être hybrides, avec, ça veut dire l'utilisation intelligente de ce qui peut être dans le cloud, donc sur la plateforme, et ce qui est embarqué dans le véhicule. Donc savoir gérer, avoir le buffer suffisant dans le véhicule pour pouvoir, si le réseau se coupe, continuer à délivrer son service avec un minimum
minimum de sécurité, et dès que le réseau est là, pouvoir là offrir l'intégralité du service. Parce qu'on le sait, dans des périmètres urbains, bon, il y a du réseau, et encore, c'est pas toujours évident, mais dès qu'on s'éloigne, parfois, il y a des zones blanches encore, quoi. C'est vrai qu'aujourd'hui, tout va aller de pair, c'est-à-dire que le réseau va devoir s'adapter à l'infrastructure au véhicule et vice-versa. Enfin, il y a tout un chaînage et un maillon qui va se constituer, mais on parle de la voiture autonome, il y a encore quelques années avant que tout se mette en place. L'infrastructure, évidemment, va accompagner le mouvement. C'est tout un écosystème, en fait, qui doit se mettre en place. Ludovic Privat, oui, c'est particulièrement important pour justement le traçage, le tracking d'avoir partout évidemment du réseau, quoi. Alors nous on a une manière de faire le tracking qui est assez innovante et assez nouvelle. C'est-à-dire qu'en fait le petit tracker lui-même va juste émettre un signal Bluetooth et le signal va être récupéré par des smartphones autour, et donc forcément si le smartphone autour n'a pas de connexion, il va y avoir un temps de décalage entre le moment où l'objet ou le véhicule se trouve à un endroit et le moment où il est reporté sur nos serveurs. Oui, donc voilà, donc ça, vous voyez ça à quelle échéance pour terminer une couverture totale? Aujourd'hui, on a fait, par exemple, on était partenaire avec Renault sur leur projet Symbiose de voitures autonomes. Il y a déjà typiquement les autoroutes qui seront les premières voies qui vont être les éléments de test de la voiture autonome, structurants. Commence à s'équiper de G5 et commence à borner complètement le territoire. Et puis, comme je disais, tout ça va sur les. On parle d'un véhicule autonome aussi aujourd'hui, d'un niveau 5 qui est le véhicule ultime. Ça sera d'ici 2027 au mieux. Hein. On a encore 10 ans devant nous. Hein. C'est ça, mais 10 ans. Là, effectivement, il y a dès les 4-5 prochaines années, on sera niveau 4, ils sont déjà proches de la voiture autonome. Voilà, donc ça vient vite. On verra effectivement l'autonomie arriver sur des use cases très précis, donc en ville sur des use cases de type shuttle, et après sur les autoroutes, comme c'était dit, où là on a un environnement qui est assez bien limité, et sur lequel on peut anticiper. Exactement. C'est plus simple. Il y a une valeur un peu de test et d'expérimentation, quoi, pour un développement. Exactement. Et je pense que c'est un vrai enjeu, effectivement, parce que je pense que pour hier comme pour TomTom, le principe c'est qu'effectivement on est dans un rafraîchissement temps réel de la cartographie. La cartographie, demain, il faut qu'elle puisse se mettre à jour en temps réel. Ça veut dire qu'en fait, en même temps que l'information est reçue par le véhicule, elle renvoie une information pour mettre à jour les éléments qu'elle voit. Donc, on travaille, nous, sur un système qui permet, par exemple, avec AutoStream, d'avoir ce bridge, en fait, de la remontée d'informations, de l'analyse dans nos cartographies, de la redescente vers le véhicule en temps réel. Donc, le réseau est un enjeu clé. Merci donc à tous les trois d'avoir participé à cette conférence, cette émission donc sur la géolocalisation. Merci de nous avoir suivis sur Mobility TV.